Saviez-vous que faire des squats et du soulevé de terre n'est pas suffisant pour avoir des jambes fortes? En effet, si vous voulez avoir des jambes excessivement fortes et fonctionnelles, il vous faut trois choses. Premièrement, de l'explosivité, de la vitesse et de la précision. Parce que sans la capacité à sauter, à encaisser des sauts, à sprinter, comment peut-on prétendre d'avoir des jambes qui sont fonctionnelles? Deuxièmement, un contrôle moteur élevé. Pourquoi? Parce qu'il est impossible d'être fort si on ne sait pas maîtriser nos propres gestes. Et troisièmement, il vous faut de la souplesse. Parce que si vous ne l'avez pas, vous serez incapable d'effectuer les squats les plus compliqués et votre répertoire moteur, c'est-à-dire votre champ d'action, sera excessivement limité. C'est pourquoi dans ces vidéos, je vais vous montrer le guide ultime pour maîtriser ces points. Ça va être une vidéo qui va être longue, mais clairement la plus complète et la plus efficace que vous allez trouver sur Internet. Premièrement, on verra comment renforcer toutes les articulations de vos membres inférieurs. On va commencer par les hanches et descendre jusqu'aux chevilles. Je vais vous montrer les meilleurs exercices ainsi que les séries et les répétitions que vous devez effectuer. Ici, on va également s'intéresser au développement profond de vos muscles. Ainsi, vous aurez vraiment toutes les clés en main pour développer une force considérable, une souplesse accrue et baisser votre risque de blessure. Les protocoles présentés sont tirés des travaux de, premièrement, Charles Poliquin, qui est un des préparateurs physiques qui a écrit le plus de médaillés olympiques. Deuxièmement, de Ben Patrick, qui a écrit le plus grand nombre de réussites en termes de rééducation des genoux. Et troisièmement, d'Ido Portal, qui est un coach en mouvement qui a travaillé avec plein d'athlètes de haut niveau, comme par exemple le combattant de MMA, Conor McGregor. Et deuxièmement, on verra comment vous allez pouvoir développer votre capacité à sauter haut et loin, et ce sans blesser vos genoux. Et une fois que ces bases sont posées, je vous donnerai également un protocole pour améliorer votre capacité à sprinter et à courir longtemps. Ce chapitre est basé sur Ryan Flaherty, qui est un coach spécialisé en vitesse et qui est aussi le directeur de performance à Nike, et également sur Marcelo Palazzo, qui est un coach italien qui est spécialisé dans la pratique environnementale et le parcours. Troisièmement, je vais vous montrer comment développer une force organique afin que vous sachiez utiliser vos jambes dans des positions qui vont être bizarres et compromettantes. Pourquoi? Parce que si on travaille jamais dans des situations qui sont chaotiques, votre corps sera incapable de s'adapter aux contraintes aléatoires et dangereuses de la vie sportive. Et dernièrement, je vous donnerai des programmes d'entraînement afin que vous puissiez intégrer tous les chapitres précédents et donc avoir des jambes extrêmement fortes et fonctionnelles. Alors on va tout de suite commencer avec le premier chapitre qui est celui sur la préparation physique. On va tout de suite commencer par s'intéresser au renforcement, à l'assouplissement des hanches. Alors lorsqu'on s'intéresse à cette articulation, il faut déjà s'interroger sur ses fonctions. Premièrement, on va distinguer la flexion. Lorsqu'on va ramener la jambe devant nous, on aura également l'extension lorsqu'on va la ramener derrière nous. On aura l'abduction lorsqu'on va la ramener sur le côté externe. Ensuite, on a l'adduction avec un D lorsqu'on va ramener du coup la jambe sur le côté interne. Et on aura également la rotation externe lorsqu'on va ramener la jambe sur le côté, c'est-à-dire on va effectuer une rotation sur le côté, et la rotation interne où logiquement on va effectuer une rotation vers l'intérieur. Ça marche? Donc ça, c'est les fonctions principales. Donc si vous voulez avoir des hanches qui sont fortes, c'est très important à la fois de renforcer et d'assouplir chacune de ces fonctions. Alors on va commencer par les premières fonctions qui sont la flexion et l'extension. Alors le premier exercice, qui est probablement le meilleur exercice de squat qui existe dans ce monde, va nous permettre de travailler à la fois la flexion et l'extension en même temps. L'exercice en question, c'est le split squat, parce qu'on va travailler la flexion de hanche avec la jambe qui est devant et l'extension de hanche avec la jambe qui est derrière. C'est un exercice qui est très intéressant parce que premièrement, on va travailler de manière unilatérale, et c'est intéressant de stresser notre organisme de manière unilatérale parce que généralement, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va se blesser? On va simplement se blesser à une jambe à la fois, une cheville à la fois. C'est rarement les deux chevilles en même temps, et donc c'est intéressant de développer une certaine familiarité avec ce genre d'exercice, surtout aussi si par la suite on veut maîtriser des exercices plus compliqués de squat, comme par exemple le Dragon Pistol Squat. Ça marche? Alors pour bien effectuer cet exercice, je vais vous montrer une petite illustration que j'ai faite afin que vous puissiez vraiment comprendre toutes les intentions qui sont derrière cet exo. Alors selon moi, la première chose qui est importante à observer, c'est qu'il y a ici une flexion de hanche et ici on a l'extension. Et en fait, la flexion de hanche ici a lieu parce que justement ma jambe est proche de mon torse, et l'extension de hanche ici a lieu parce que j'ai mon torse, hop, ici qui est relativement droit. Si mon torse serait trop en avant, j'aurais pas d'angle ici entre le torse et ma jambe. Vous voyez qu'il y a ici deux angles différents, l'angle qui va ici et ici.
Or, si maintenant mon torse était plus en avant, comme ceci, dans la direction de la jambe, eh ben, je ne pourrais pas travailler mon extension. Donc lorsqu'on fait un split squat, c'est très important de garder un torse qui va être relativement droit parce que ça nous permet justement de travailler cette flexion de hanche et cette extension. Donc ça, c'est la première chose qui, à mon sens, est très importante à signaler. La deuxième chose qui est importante, et que je vais vous montrer ici en rouge, ça va être la compression qu'on a ici au niveau du genou. Et c'est important de l'avoir. Et cette compression, elle a lieu parce que lorsque je fais l'exercice, eh ben, j'essaie vraiment de coller mes ischios que vous voyez ici sur mon mollet. Donc on essaie vraiment d'écraser ici nos jambes pour créer cette compression au niveau du genou. Ça marche? Et pour créer cette compression du genou, eh ben on est justement obligé d'avoir cette flexion au niveau de la hanche et on est obligé également d'aller loin en avant avec notre genou. Et le fait d'aller loin en avant avec notre genou travaille également autre chose que je vais vous représenter ici en vert, c'est être la dorsiflexion au niveau de la cheville, c'est-à-dire le fait que je rapproche mon pied de mon tibia. Et donc simplement en faisant cet exercice, je vais grandement travailler ma mobilité et ma force au niveau de la cheville, au niveau de mes genoux et également au niveau de mes hanches, et ce de manière unilatérale, ce qui, comme je vous l'ai dit juste avant, est très intéressant. Comme vous pouvez voir, tout est lié, parce que si mon dos n'était pas droit, j'aurais pas cette extension. Pour vraiment bien effectuer ces compressions au niveau du genou, eh ben, je suis obligé d'avoir ma flexion de hanche et je suis obligé d'aller loin en avant avec mon genou, et le fait d'aller loin en avant avec mon genou va également me permettre de bien travailler ma souplesse au niveau des chevilles. Donc il y a vraiment tout qui est lié. Ce qui fait vraiment cet exercice probablement le meilleur et de loin variante exercice de squat que vous pouvez effectuer. Dernière chose qui est intéressante à signaler, c'est que généralement lorsque on n'arrive pas à faire cet exercice, soit par manque de force, généralement par manque de mobilité, mais ce qui est intéressant, je vais vous représenter ici en noir, c'est vraiment de surélever votre genou, parce que de surélever votre pied, pardon. Parce que le simple fait de surélever votre pied va premièrement retirer les contraintes de mobilité, donc ce qui va vous permettre de plus facilement justement respecter les différents critères que je viens de vous montrer là, et surtout ça va vous permettre, puisque la jambe sera élevée, de mettre davantage de poids sur la jambe arrière, ce qui va retirer du coup du poids de la jambe avant et ce qui va rendre le mouvement plus simple. Donc ce qui est bien, comme je l'ai dit avec le split squat, c'est qu'on va travailler à chaque fois la flexion et l'extension, mais à mon sens, c'est quand même intéressant de rajouter davantage de volume. Donc ce que je vais faire là aussi, donc pour bosser la flexion et l'extension de hanche, c'est que je vais rajouter des exercices en plus, ce qu'on appelle les exercices accessoires, pour permettre de renforcer et d'assouplir davantage ces fonctions-là. Alors concernant la flexion, l'exercice que je trouve très intéressant, c'est les levées de jambes. Parce que lorsqu'on s'intéresse à la flexion de hanche, eh ben on va peut-être davantage penser au psoas. Mais il se trouve que les quadriceps vont aussi nous permettre d'effectuer une flexion de hanche. Et donc, dans cette position de levée de jambe, on aura la flexion de hanche pour le psoas, on aura la flexion de hanche par rapport au quadriceps. Mais si on garde les jambes tendues, eh ben, on va également travailler l'extension au niveau des genoux, ce qui est intéressant parce que les quadriceps ont deux fonctions principales qui sont notamment la flexion de hanche et l'extension du genou. Donc, ça nous permet de bosser encore davantage nos quadriceps par la même occasion. Donc, ça, c'est vraiment un exercice qui est très intéressant. En plus de ça, je vais faire des good morning. Alors les good morning, cette fois-ci, on va les effectuer pour travailler l'extension de hanche et non pas la flexion. C'est aussi un exercice qui va nous permettre de travailler toute notre chaîne postérieure, à la fois en force et en souplesse, tout en travaillant la force de notre dos. Donc voilà. Donc je vais faire le split squat et en plus de ça, je vais faire donc les levées de jambes et les good morning. Et ça me permettra de travailler la flexion et l'extension. Maintenant qu'on a vu ça, ce serait intéressant de parler de l'abduction et de l'adduction. Concernant l'abduction, il y a un exercice qui est vraiment génial, qui porte un nom marrant, c'est-à-dire le chien qui fait pipi, et qui est très intéressant. Donc pour travailler la force en abduction, là il n'y aura pas de notion de souplesse, on la verra juste après, là simplement pour la force, et c'est aussi un exercice qui est très intéressant si vous voulez développer votre grand écart. Ça marche ? Donc là, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vous proposer une petite illustration afin que vous puissiez comprendre tous les points importants en ce qui concerne ce mouvement-là. Alors là, on va s'intéresser au chien qui fait pipi pour travailler l'abduction. La première chose que j'ai envie que vous remarquiez, c'est l'angle qui se trouve ici. C'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de surélever la jambe qui est ici, mais j'ai pas envie de la soulever en essayant de me pencher trop sur le côté, ce qui ferait en sorte que l'angle ici n'est pas relativement droit.
Et donc ça veut dire qu'en fait, je lève la jambe, mais je la lève en allant davantage sur le côté. Or, moi ce que j'ai envie, c'est de lever cette jambe-là sans aller sur le côté, parce que ça veut dire que c'est justement mes abducteurs qui marchent et que je ne suis pas en train de compenser. Donc ça, c'est la première chose qui est très importante et que vous devez remarquer. La deuxième chose que vous devez remarquer, c'est que lorsque je vais faire l'exercice, et ça je vais vous montrer en bleu, et soit mon genou va être à la même hauteur que mon pied, ou soit mon genou va être plus haut que mon pied, comme vous pouvez le voir ici, mais à aucun moment donné, j'ai envie que mon pied soit plus haut que mon genou. Pourquoi? Parce que si mon pied est plus haut que mon genou, ça veut dire que je serai en rotation interne. Or, moi, ce que je veux, c'est simplement avoir une abduction neutre ou avoir une abduction qui est en rotation externe. C'est ça qui va me permettre d'avoir suffisamment d'amplitude et c'est ça qui va vraiment me permettre d'avoir une meilleure ouverture de hanche et aussi, par exemple, par la suite, de travailler sur des exercices plus compliqués comme le grand écart. Donc, on a vraiment besoin de cette rotation externe et on ne peut pas l'avoir si j'ai mon pied qui est au-dessus de mon genou. Donc, lorsqu'on fait cet exercice, c'est vraiment deux choses qui sont excessivement importantes à garder en tête. Et la dernière chose que j'ai envie de vous présenter par rapport à ce mouvement-là, mais ce qui est dur à voir, c'est qu'en fait, il y a grosso modo un angle droit entre ma jambe ici et mon torse ici. Et c'est très important parce que si je n'ai pas d'angle droit, imaginons mon genou va davantage vers l'avant, je vais aussi être plus dans des contraintes de flexion de hanche, par exemple. Et du coup, nous, ce qu'on veut, c'est pas avoir de trop grandes contraintes de flexion de hanche parce que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est justement cibler l'abduction, hop, pour que notre jambe aille le plus vers le haut. Et cette abduction risque d'être limitée de par l'angle, mais aussi de par l'effort fourni. Si maintenant, j'essaie simplement de ramener, hop, ma jambe le plus possible vers l'avant. Ça marche. Donc ça, c'est les trois choses qui sont excessivement importantes. Premièrement, ne pas pencher le corps comme je le fais là. Deuxièmement, avoir la rotation externe ici ou simplement avoir une position neutre, mais en aucun cas avoir le pied qui est plus haut que le genou. Et troisièmement, faire en sorte d'avoir un angle droit entre la jambe et le torse. Donc voilà, cet exercice, il est très intéressant en termes d'abduction, mais c'est difficile d'avoir une bonne abduction si nos adducteurs ne sont pas suffisamment souples pour justement nous permettre d'aller dans cette position-là. C'est la raison pour laquelle je vais proposer un autre exercice qui porte le nom de papillon lesté, qui va justement nous permettre de travailler la souplesse et la force de nos adducteurs. Donc c'est vraiment très intéressant. La souplesse des adducteurs va nous permettre d'avoir une plus grande abduction et lors de la phase excentrique, lorsqu'on va descendre avec les poids, et le fait de remonter, ça va nous permettre justement de travailler la force de nos adducteurs. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et cet exercice, donc non seulement on va travailler la rotation externe, l'abduction, mais également la rotation externe dans une certaine mesure. Et si vous voulez augmenter le facteur de rotation externe, ce que vous pouvez faire, c'est simplement surélever vos pieds, par exemple avec des blocs de yoga, et donc ça vous permettra de travailler davantage sur la rotation externe. Ça marche? Donc là, c'est vraiment un compromis qui est intéressant. Et le dernier type d'exercice que j'ai envie de vous montrer, c'est pour travailler la rotation interne. Et le meilleur exercice, à mon sens, que vous pouvez faire, c'est, enfin qui va vous apporter le plus de résultats, c'est faire l'exercice qui s'appelle le Figure 4 Lift, qui est donc très intéressant pour la force et la souplesse et des hanches de manière générale et particulièrement par rapport à la rotation externe. Si vous avez du mal à effectuer cet exercice, vous pouvez simplement surélever vos fesses, par exemple, avec un coussin, avec des blocs de yoga, ce qui rendra le mouvement plus simple. Et plus vous allez utiliser votre poids du corps, plus vous allez être proche du sol, et bien plus cet exercice sera compliqué. Ça marche? Donc voilà, maintenant vous avez vraiment une vue générale en ce qui concerne le développement de la force et de la souplesse des hanches. Bien sûr, j'aurais pu rajouter davantage d'exercices de force. Bien sûr, j'aurais pu vous donner davantage d'exercices de souplesse pour davantage, par exemple, travailler la rotation externe, davantage travailler la rotation interne, etc. Mais le but n'est pas que vous soyez ultra souple non plus. Le but est que vous ayez suffisamment de souplesse et de force de manière à ce que vous puissiez bien bouger. J'essaie pas de faire de vous des spécialistes de gymnastique. J'essaie de vous donner une bonne base qui vous permettra de bien bouger et d'être généraliste, donc d'avoir un corps qui sait répondre à plein de situations différentes au lieu de simplement un spécialiste qui sait répondre très bien, mais seulement à des situations qui sont excessivement précises. Ça marche? Donc voici en ce qui concerne les hanches et maintenant on va davantage descendre vers le bas.
Alors maintenant, on va s'intéresser au genou et ce que vous devez savoir par rapport à cette articulation, c'est que comme l'articulation du coude, elle est considérée comme une articulation de compensation et donc qui va réagir par rapport à ce qui va se passer au-dessus d'elle et en dessous d'elle, dont l'importance justement de travailler à la fois la force et la souplesse de vos hanches et de vos chevilles. Là, on a vu les hanches, là on voit les genoux et après on verra du coup les chevilles. Donc ça, c'est une première chose que vous devez garder en tête. Il y a deux autres choses que vous devez garder en tête, c'est que ça va être aussi l'importance de travailler vos quadriceps. Pourquoi ça va être important de travailler vos quadriceps? C'est parce que, comme je vous l'ai dit juste avant, vos quadriceps vont justement nous permettre de faire une extension de la jambe au niveau des genoux. Ça marche? Donc, ça va être important de travailler cette fonction-là et donc de travailler nos quadriceps. Après, on ne travaille pas nos quadriceps pour simplement travailler nos quadriceps. Ce qui nous intéresse, c'est pas le muscle, c'est la fonction. On travaille d'abord la fonctionnalité et à partir de la fonctionnalité, on va travailler certains muscles, mais on va pas faire le contraire, comme on peut voir par exemple au bodybuilding, on va beaucoup travailler les muscles, mais ce généralement au profit de la fonctionnalité, ce qui fait que beaucoup de personnes sont très musclées, mais savent littéralement rien faire avec leur corps et sont par exemple incapables de faire ne serait-ce qu'une roulade avant, ce qui est complètement incroyable. Donc c'est une distinction qui est importante à garder en tête. Ok, donc on va travailler les quadriceps, mais on va aussi travailler les ischios. Pourquoi? Parce que les ischios ont deux fonctions principales. Premièrement, ça va être l'extension de hanche qu'on a déjà vu, qu'on a par exemple travaillé avec les Good Morning. Et la deuxième fonction, ça va être la flexion du genou, ok? Donc finalement la fonction opposée au quadriceps. Donc ça va être important aussi de bosser ça. Et le troisième point que je vous avais dit qui est important à garder en tête lorsqu'on s'intéresse au genou, c'est une citation qui a été donnée par Charles Poliquin. Contrairement à d'autres choses que j'ai pu vous dire, c'est pas comment dire, c'est pas une chose sur laquelle il y a énormément de littérature scientifique, c'est plus des études sur le terrain et son opinion, donc prenez ça avec des pincettes. Moi je trouve que ça marche très bien, que ce soit pour moi et aussi pour mes clients, méthode qu'on utilise aussi par plein d'autres coachs de renommée, même si la renommée ne fait pas tout, mais donc voilà, c'est juste prenez ce que je vous dis avec des pincettes, mais c'est que plus vous allez être fort dans une position où vos genoux vont dépasser vos orteils, et bien plus vous aurez tendance à avoir des genoux qui sont forts. Bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut faire de manière progressive, comme pour tout, parce que si on ne sait pas bien gérer l'intensité, le volume et la fréquence, on risque de se blesser, donc il faut faire attention à ça. Mais développer de la force au-dessus de nos genoux, c'est quelque chose qui est important et c'est l'écrasante majorité du travail de Ben Patrick, du coup qui est la personne qui a créé le plus de rééducation de genoux dans le monde, de success stories par rapport à l'éducation de genoux, et lui il travaille énormément là-dessus, justement sur le fait que les genoux dépassent les orteils. Or, qu'est-ce qu'on va vous dire généralement lorsque vous faites une formation ou lorsque vous allez voir votre coach sportif à la salle de sport? C'est ne dépassez jamais vos orteils avec vos genoux, ok? Pour des mauvaises raisons, je vais pas vous rebalancer la littérature scientifique par rapport à ça parce qu'elle existe. J'ai fait dans d'autres vidéos, mais donc voilà. Donc sachez que c'est quelque chose qui a priori est important. Donc ça, c'est juste l'opinion. De travailler avec vos genoux qui dépassent vos pieds, c'est pas forcément quelque chose qui est dangereux. Ça, c'est ce que montre la littérature scientifique. Et ce que vous devez faire dans tous les cas, c'est y aller progressivement parce que votre corps n'est pas habitué à travailler dans ce genre de position-là. Ça marche? Donc voilà. Donc les exercices que je vais vous proposer vont travailler sur ces prismes-là. Le premier exercice que je vais vous proposer, c'est un des meilleurs exercices que vous pouvez faire pour vos genoux, surtout si vous avez mal, même si la douleur est un phénomène qui est purement multifactoriel. Ça aussi, c'est ce que nous montre la littérature scientifique. Néanmoins, il y a un exercice qui peut être très intéressant, c'est les Patrick Step Up. Qu'on peut faire à plein de niveaux différents, que ce soit simplement au poids du corps avec des poids en plus, mais c'est un exercice excellent pour commencer à travailler la force de vos genoux. Ça marche? Donc voilà, vous pouvez commencer par ça. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est comme je vous l'ai dit juste avant, de faire des split squats, ok? Vraiment l'exercice de base pour vraiment avoir des jambes fortes. Donc je vais pas reparler de cet exercice parce que je l'ai fait avant, mais donc voilà, sachez que les split squats, là aussi, très intéressant. Autre exercice qui va être très intéressant, ça va être le héros actif. Alors le héros actif est intéressant parce que lorsqu'on va faire la descente de ce mouvement, lors de la phase excentrique, on va étirer nos quadriceps. Donc ça, c'est très intéressant dans une démarche de souplesse. Et ce qui va être aussi intéressant, c'est que lorsqu'on va remonter, on devra justement faire une extension des genoux et donc on va travailler la force de nos quadriceps. Donc cet exercice va à la fois travailler la force et la souplesse et c'est la raison pour laquelle je vous propose parce qu'il est génial. Le troisième exercice qui aura une dominante par rapport aux quadriceps, ça va être les sissy squats. Ça, c'est l'exercice phare où on va dépasser nos pieds avec nos genoux. Là aussi, c'est un exercice qu'on peut faire progressivement, mais il est excessivement intéressant et là aussi,
aussi, je vous conseille de faire davantage de volume. Allez-y progressivement, ne mettez pas trop d'intensité au début et c'est comme ça que vous allez progresser et avoir des genoux qui vont être forts et en bonne santé. Ça marche? Donc ça, c'est un peu la démarche en ce qui concerne les quadriceps. Maintenant, on va davantage s'intéresser aux ischios. Alors, comme je vous l'ai dit, pour les ischios, ils ont deux fonctions principales, la flexion du genou et l'extension de hanche. L'extension de hanche, on l'a vu précédemment, avec les Good Morning, ça c'est déjà très bien pour travailler l'extension. Vous pouvez faire d'autres exercices par la suite, imaginons aussi comme le soulevé terre, c'est un exercice qui a tout à fait sa place. Mais là, j'ai envie de me concentrer davantage sur la flexion du genou, parce qu'on n'en parle pas assez, et à mon sens, il y a deux exercices qui sont très intéressants. Le premier par lequel vous devez commencer, c'est ce qu'on appelle des curls aux ischios, des hamstring curls, que vous pouvez faire par exemple avec des anneaux. C'est aussi des curls que vous pouvez faire, imaginons, dans une salle de muscu avec une machine. C'est tout à fait viable également. Moi, ce que j'aime avec le fait de travailler avec des anneaux, c'est qu'on a cette extension de hanche qui, en fonction des machines dans la salle de muscu, ne va pas être présente, parce que généralement, on va proposer cet exercice en étant assis, ok? Donc, vous êtes assis, mais si vous êtes assis, ça veut dire que vos jambes vont se rapprocher de votre torse. Donc, on va être dans une position de flexion de hanche, ok? Qui est la fonction opposée aux ischios. Et donc, on va simplement travailler la flexion du genou en tant que tel. Et même s'il y a une isolation pour être bien, moi, je trouve ça intéressant d'avoir ce degré d'extension en plus qui va nous permettre d'avoir une plus grande contraction et de mettre davantage de contraintes au niveau des ischios. Ça marche? Donc voilà, donc ça c'est un premier exercice que je vous conseille. Deuxième exercice que je vous conseille, ça c'est un exercice excessivement connu, excessivement dur, c'est les curls nordiques, ok? Les curls nordiques, excessivement durs à faire, il faut vraiment y aller très progressivement parce que énormément de contraintes vont être imposées au niveau de vos genoux, mais c'est un exercice qui est très intéressant à partir du moment où on travaille de manière progressive pour vraiment avoir de bons résultats. Mais ça aussi, c'est un exercice qui est excessivement viable et que je vous conseille fortement, ok? Donc voilà les prismes et les exercices que vous devez intégrer pour pouvoir bien renforcer vos genoux. Et bien sûr, à la fin de ce chapitre-là, je vais vous donner un type d'entraînement que vous allez pouvoir suivre parce que là, je vous donne énormément d'exercices. Imaginez si vous faites tout d'un coup, et ben, vos séances vont prendre plusieurs heures. Ce n'est pas le but. Ce que j'essaie simplement de vous donner, c'est une vision suffisamment globale qui pourra vous aider, peu importe, peu importe la situation dans laquelle vous allez vous trouver. Mais bien sûr, ensuite, il faut choisir et je vais vous expliquer précisément comment choisir et par quel programme vous pouvez commencer où je vous donnerai vraiment tout, séries, répétitions, quel exercice, combien de fois les faire dans la semaine, etc. Donc ne vous inquiétez pas, tout va être excessivement clair parce que le but de cette vidéo, c'est justement que vous puissiez appliquer un maximum de choses dans vos entraînements pour justement avoir de super résultats et avoir des jambes qui sont vraiment très fortes, très fonctionnelles et très souples. Ça marche? Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser aux chevilles. Alors là aussi, pour les chevilles, ce qui va être intéressant, c'est de se poser la question, quelles sont les fonctions de cette articulation? Alors, j'ai pas mal parlé des chevilles, mais nous, ce qu'on a, ça va être la flexion plantaire. J'ai déjà commencé par la dorsiflexion. On a la dorsiflexion lorsque je vais rapprocher, imaginons ça c'est mon pied, ça c'est mon tibia. Lorsque je vais rapprocher mon pied de mon tibia comme ceci, je vais faire une dorsiflexion. Je fais le mouvement opposé, c'est ce qu'on appelle une flexion plantaire. Lorsque je vais faire les mouvements sur le côté, c'est ce qu'on va appeler l'inversion et l'éversion. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement se poser contre le mur dans une position où on va être vraiment bien gainé, et dans cette position où on va être gainé et avec les jambes qui vont être tendues, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement mettre l'accent sur nos chevilles pour travailler ces différentes positions là. Et là, ce qui va être intéressant, c'est vraiment d'effectuer pas mal de volume. Donc plus vous allez faire de répétitions, mieux c'est. Et que ce soit par exemple en début d'entraînement pour commencer à échauffer, mais ça peut être aussi très intéressant en fin d'entraînement, simplement rajouter du volume après la fatigue pour pas créer trop de fatigue non plus avant votre entraînement, ce qui pourrait peut-être baisser vos performances par la suite, par la suite de l'entraînement, juste à cause de la fatigue qui a été créée. Donc ça peut être également bien de le faire en fin de séance. Ça marche? Donc voilà, et autre chose que j'ai envie de vous partager, c'est que là je vous ai donné l'exercice pour les hanches, les genoux et les chevilles, mais comment on peut faire pour mélanger les trois? Et ça c'est très simple, c'est simplement rester en squat complet régulièrement, plusieurs fois par jour. C'est la position naturelle de repos de l'homme et elle offre l'accès à plein de variations de squat compliquées et c'est une véritable base de mouvement, et donc c'est vraiment quelque chose qu'on devrait faire très souvent en attendant le bus,
en regardant une série, peu importe, on aura du coup le travail de dorsiflexion, la compression au niveau du genou, la compression au niveau des hanches en flexion, donc excessivement intéressant, ça vous apprendra à mieux squatter. Et si vous maîtrisez déjà très bien cette position, ce que vous pouvez faire, c'est faire la routine clinique d'Idoportal qui est excellente par rapport à ça pour justement développer une bonne mobilité de hanches et de chevilles dans leur globalité et ce dans une position de full squat. Faites cette routine là que je vais vous montrer là maintenant. Alors là maintenant je vais vous montrer une routine clinique qui a pour but de réhabiliter votre squat. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer 4 exercices. Pour chaque exercice, on va faire 10 à 20 répétitions par jambe si on travaille de manière unilatérale ou en tout si on travaille de manière bilatérale. Et à chaque fin de série, on va rester 10 à 30 secondes dans la position en amplitude complète. Ça marche? Je vais vous montrer les différents exercices. C'est très intéressant. On va travailler la force et la souplesse de nos hanches, de nos genoux et de nos chevilles. C'est la routine que j'ai piquée d'Idoportal, donc vous pouvez aussi la voir sur sa chaîne. La seule différence entre la routine que je vais vous proposer là maintenant et la routine qui est sur sa chaîne, c'est que je vais vous expliquer réellement tous les points techniques qu'il faut respecter et en plus vu que c'est en français et non pas en anglais, ça va être quand même plus intéressant pour vous. Ça marche? Donc, ce que vous allez faire, vous allez commencer dans une position de full squat. Logiquement, si vous n'arrivez pas à être dans une position de full squat, surélevez vos talons. Hein. Plus le support sera grand, plus ce sera facile. Plus le support sera petit, plus ce sera dur. Et vous allez simplement commencer avec des poussées de genoux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ramener mon torse en avant et soit poser mon bras ou mon épaule contre mon genou et avec mon autre main, je vais la poser sur le genou opposé. Je vais simplement pousser le plus possible. Donc si j'ai pas beaucoup de souplesse, je vais peut-être juste pousser comme ça et je vais vraiment à chaque fois aller au maximum de mon amplitude et je vais faire du coup mes 10 à 20 répétitions de cette manière-là. Ok ? Et au fur et à mesure de votre niveau, vous allez pouvoir tendre hop, votre bras complètement comme ceci. Et donc faire vos répétitions de cette manière-là. Donc là, 10 à 20 répétitions. Et une fois qu'on les a faites, on reste 10 à 30 secondes dans la position en amplitude complète. Ça marche ? Donc voilà, donc là je vais faire ça avec une jambe, ensuite vous allez le faire avec l'autre jambe et du coup ça vous fera une série du coup par jambe avec cet exercice là et après on passe tout de suite à la suite. Ce qui est très important lorsqu'on fait cet exercice, c'est de ne pas compenser en trop surélevant les fesses. Les soulever un peu c'est normal, donc par exemple regardez ma position de mes fesses, en faisant ça mes fesses se soulèvent très légèrement, vous avez vu juste très légèrement. Mais à aucun moment donné, vous devez faire des trucs comme ça, ok? Ça, c'est des compensations pour rendre l'exercice plus facile et à ce moment-là, il va plus être intéressant. Très bien? Donc voilà. Donc ça, c'est les knee push. Ensuite, après les knee push, ce qu'on va faire, c'est des touchés de ciel. Pour effectuer les touchés de ciel, on va se mettre dans la même position qu'avant. C'est-à-dire que je vais avoir soit mon bras ou mon épaule en fonction de ma souplesse qui va être là à l'intérieur de mon genou. Et ce que je vais faire, c'est que avec du coup mon bras opposé, cette fois-ci je ne vais pas toucher du coup mon genou, je vais simplement hop, ramener mon coude vers le ciel, du coup de toucher de ciel comme ceci. Donc je vais vraiment effectuer une rotation du dos et je vais essayer d'avoir le dos hop, le plus droit possible. Bon, vous allez avoir de souplesse, plus vous allez être plié, vous allez juste être comme ça, c'est pas un souci au début, plus vous allez avoir de souplesse, plus vous allez être droit. Hop, allez là, et vous allez faire vos répétitions de cette manière-là, 10 à 20 répétitions, et à chaque fin de série, on reste 10 à 30 secondes dans la position d'amplitude complète. Et si vous avez vraiment beaucoup de souplesse et que vous arrivez à avoir un dos qui est droit et ramener votre coude comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est maintenant aussi, hop, tendre le bras, ce qui vous permettra d'avoir encore davantage d'amplitude et ce qui rendra le mouvement plus dur. Ça marche? Donc on a vu les poussées de genoux, on a vu les touchés de ciel. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est les prières de Bouddha. Les prières de Bouddha, c'est un exercice bilatéral. Donc les deux premiers exercices sont unilatéraux, c'est-à-dire qu'on travaille une jambe après l'autre. Là, maintenant, on va travailler de manière bilatérale. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement mettre hop, nos coudes à l'intérieur de nos genoux et on va essayer de pousser comme ceci. Une répétition, 2, 3. Et comme pour l'exercice précédent, on essaie de garder un bassin qui est proche du sol. On ne veut pas compenser
en le levant parce que sinon ça rend l'exercice plus facile et du coup on ne bosse pas ce qu'on devrait bosser. Ça marche? Donc je vais simplement faire mes Bouddha prières. Logiquement, si j'ai pas beaucoup de souplesse, je vais pas beaucoup rapprocher mes mains et du coup je vais juste faire comme ça, mais à chaque fois j'essaie vraiment d'aller au maximum de notre amplitude. C'est pas faire le mouvement pour faire le mouvement, on veut vraiment aller à notre max. Si vous avez pas mal de souplesse, c'est qu'au lieu de mettre vos mains comme ça, mettez-y vos poings comme ceci, hop, voilà. Et là, on travaille davantage, mais gardez bien votre bassin proche du sol. Donc là aussi, on va faire 10 à 20 répétitions et une fois qu'on a fait ces 10 à 20 répétitions, on va rester 10 à 30 secondes hop, dans la position en amplitude complète. Ça marche? Ça, c'est le troisième exercice. Dernier exercice qu'on va voir. Donc, c'est l'exercice que vous allez faire la suite. Vous allez simplement faire une série comme je vous l'ai montré là maintenant. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est simplement hop, ramener notre tête proche du sol. Donc là aussi, ça va être important d'avoir un feedback visuel par rapport à notre amplitude de mouvement pour avoir une idée de notre niveau de souplesse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va par exemple mettre nos mains comme ceci, vous pouvez mettre vos doigts comme ceci et simplement essayer de rapprocher hop, votre tête près de vos mains en allant au maximum de votre amplitude. Là aussi, on veut le faire, pas en soulevant les fesses parce que sinon c'est trop simple. On veut simplement y aller hop, grâce à la flexion de notre hanche et à la flexion de notre dos, comme ceci. Et au fur et à mesure de niveau, vous allez pouvoir baisser. Hop, hop, et ainsi de suite. Après, vous pouvez retirer les doigts, etc. Et si vous êtes ultra fort, vous pouvez toucher le sol avec votre tête, ce n'est pas mon cas. Mais c'est comme ça que vous allez effectuer cette routine et ce toujours en étant dans la position de full squat. Et voilà, c'est tout. Alors tout ça c'est très beau, mais maintenant comment on va créer notre séance? Alors premièrement, ce que vous allez faire, c'est a priori vous allez vous échauffer. L'échauffement n'est pas forcément nécessaire, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc je ne vais pas me répéter ici, parce que là je vais simplement focaliser sur le développement des jambes de manière générale. Mais donc voilà, pour la plupart des cas, ça peut être intéressant de s'échauffer, raison pour laquelle moi ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par 2 séries de Patrick Step Up, ainsi que 2 séries de chaque mouvement de la routine de cheville que je vous ai montré. Et après, ça vous fait un échauffement qui est général. Si vous avez besoin d'un échauffement qui est plus spécifique, eh bien, essayez simplement de faire des variations faciles d'exercices qui vont suivre dans la séance. Okay, mais de quoi va être constituée cette séance? Alors, premièrement, moi, ce que je vous conseille, c'est de travailler en paire. Qu'est-ce que ça veut dire travailler en paire? C'est-à-dire qu'imaginons si j'ai des séries de traction et de pompe. Au lieu de faire, imaginons, mes 4 séries de traction puis mes 4 séries de pompe, ce que je vais faire, c'est une série de traction, une série de pompe, une série de traction, une série de pompe, et ainsi de suite. Parce que pour le même temps d'entraînement, parce que le temps d'entraînement total ne va pas changer, je vais avoir davantage de récup entre le travail de ces différents muscles. Et vu que je vais avoir davantage de récup, je vais être davantage frais, ce qui va me permettre d'effectuer de plus grandes performances sportives. Donc ça, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde, c'est extrêmement important. Travailler en paire, vous aurez davantage de récup pour la même durée de séance, extrêmement important. Vous allez voir que littéralement instantanément vos performances vont augmenter. Ça marche? Donc travaillez en paire. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir 2 exercices à dominante quadriceps, donc par exemple les split squats, les 6 squats, et vous allez choisir 2 exercices à dominante ischio-jambier entre guillemets, comme par exemple les good morning pour l'extension et les curls aux anneaux pour la flexion du genou. Ça marche? Et par rapport à ça, vous allez simplement faire 3 séries de chaque exercice. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir 2 exercices supplémentaires, 2 exercices plus accessoires entre guillemets, pour par exemple gérer des faiblesses spécifiques, comme par exemple le papillon lesté pour travailler du coup l'amplitude en abduction parce qu'on travaille justement la souplesse de nos adducteurs, ou par exemple le figure 4 lift pour travailler la rotation interne. Et là, vu qu'on est plus sur l'exercice accessoire, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple simplement effectuer 2 séries par exercice, et une fois que vous avez fini cette séance, ce que vous pouvez faire, c'est simplement finir par du travail en full squat, rester dans cette position pendant quelques minutes et c'est bon. Donc en tout, cette séance devrait vous prendre 1 heure, 1 heure et quart en fonction du temps que vous prenez pour la récup. C'est toujours bien de prendre au moins 1 minute 30, si ce n'est 2 minutes, voire même plus en fonction de ce que vous faites. Mais là, bien sûr, votre durée totale de séance va augmenter. Mais donc voilà, tout devrait pouvoir être fait en 1 à 1h15. Donc voilà. Donc ça va clore le premier chapitre. Et maintenant, on va passer tout de suite au deuxième chapitre. On va s'intéresser à l'explosivité, à la course et à l'endurance.
Pour ce deuxième chapitre, on va premièrement s'intéresser à l'explosivité qui peut être caractérisée comme notre capacité à surmonter la plus grande résistance possible et ce le plus rapidement possible. Donc c'est force fois vitesse. Soit l'explosivité ou la puissance, généralement ces deux termes sont utilisés comme synonymes. En soi, il y a une véritable différence qui n'est pas importante pour cette vidéo. Si vous voulez connaître la différence, j'ai fait une autre vidéo à ce sujet-là. Mais donc voilà, là on va pas s'intéresser plus. Là on va vraiment s'intéresser au développement de cette qualité en tant que telle. Et vous allez voir que je vais vous donner des exercices qui sont excessivement intéressants parce que l'explosivité, c'est généralement une qualité qui est très dure à développer. Selon moi, c'est vraiment très génétique. Et une fois qu'on l'a, elle est très dure à garder, contrairement par exemple à la force, où c'est plus facile de garder la force une fois qu'on l'a. Et par exemple la souplesse, là encore, c'est encore plus facile que la force de la garder une fois qu'on l'a. Ça marche. L'explosivité, c'est pas le cas. Et généralement, vu qu'on va travailler avec de fortes contraintes de force et de vitesse, généralement, c'est le type d'exercice où on peut facilement se blesser. Or, je vais justement vous montrer des protocoles qui sont excessivement intéressants et très progressifs, qui vont justement vous permettre de développer très rapidement cette qualité-là sans pour autant vous blesser. Et le premier type d'exercice que je vais vous montrer, ça va être des sauts d'escalier où vous allez sauter haut et loin. La raison pour laquelle cet exercice est vraiment très intéressant, que ce soit la variante, on va simplement essayer de sauter le plus d'escaliers possible et donc travailler l'hauteur, ou essayer d'être le plus loin possible des escaliers pour travailler simplement notre saut en longueur. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on va sauter, c'est quelque chose qui peut être relativement très traumatisant en fait pour le corps et donc c'est dur d'accumuler suffisamment de volume. Or ce qui se passe c'est que si je saute sur des escaliers et ben en fait la descente et ben elle est très courte, donc lorsque je vais ratterrir et ben je vais pas avoir beaucoup de choc et donc ça me permet de travailler l'explosivité, ça me permet de travailler le saut sans pour autant devoir devoir intégrer avec mon corps un choc qui est trop important lors de la descente. Donc ça me permet d'accumuler beaucoup plus de volume. C'est la raison pour laquelle cet exercice il est très intéressant et peut être fait par énormément de personnes. Ça marche. Et donc en fait avec ce genre de protocole, notre objectif ça va être de réussir 3 sauts d'affilée et augmenter de marche tous les 3 réussites. Et donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement arrêter quand le taux d'erreur est trop haut ou que l'explosivité diminue. Donc par exemple ce qu'on peut faire c'est 15 à 20 rounds de 3 essais. Ce qui est important, c'est que comme je dis, l'explosivité, c'est force fois vitesse, c'est-à-dire qu'on doit être frais. Parce que si on est frais, on ne peut pas travailler avec une intensité qui est suffisamment grande pour nous permettre d'être explosif en premier lieu. Donc à partir du moment où on est fatigué, à partir du moment où le taux d'erreur commence à être beaucoup trop haut, à partir du moment où on arrive à plus être explosif, ça sert à rien. C'est généralement pourquoi énormément de protocoles d'explosivité, on va pas forcément vous donner des séries spécifiques, on va simplement vous dire tu vas faire le plus de rounds possible jusqu'à ce que la qualité diminue. Ça marche. Donc ça c'est le premier type d'exercice que vous pouvez faire. Le deuxième type d'exercice que vous pouvez faire, et je vais vous montrer aussi une étude par rapport à ça, c'est la pliométrie. Et vraiment la pliométrie pour gagner en explosivité et aussi pour courir plus rapidement, c'est quelque chose qui est très intéressant. L'étude que je vous montre, elle montre que c'est intéressant par exemple de faire 80 sauts selon l'étude. Bien sûr ça dépend de votre niveau d'entraînement. Là aussi ce qui va être intéressant c'est de continuer tant que la qualité ne baisse pas, mais simplement le travail pliométrique, le fait de faire des bonds, c'est quelque chose qui est très intéressant. Ça marche ? Mais qui va être beaucoup plus impactant pour le corps, raison pour laquelle c'est plus intéressant selon moi de commencer par les sauts d'escalier. Ça marche? Donc on a vu les sauts d'escalier, on a vu le travail de pliométrie et troisième chose qui est très intéressante, ça va être tout ce qui est jump squat lesté. Donc simplement faire des squats, on va sauter et là aussi j'ai une étude à vous proposer où en fait du coup des gens ont fait des jump squats 3 fois par semaine, ce qui est quand même un volume qui est assez conséquent que je ne conseille pas à tout le monde, 1 à 2 fois par semaine pour commencer, c'est amplement suffisant pour vraiment développer la capacité nécessaire par rapport à votre corps pour qu'il puisse justement emmagasiner ce genre de travail. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est que lors de l'étude, ils ont vraiment utilisé une charge qui leur permet de vraiment faire toutes les répétitions avec une intensité qui est égale ou supérieure en fait à 90% par rapport à leur max de génération de puissance. Et ce qu'ils ont fait, c'est 13 sessions avec
avec 4 séries de 8 répétitions et aussi 13 sessions avec 8 séries de 4 répétitions. Donc ils ont simplement inversé le nombre de séries de répétitions. Donc est-ce que je conseille ce genre de protocole qui est conseillé qui a été montré dans l'étude? Oui, mais là encore, tout le monde ne peut pas faire ce protocole au début. Il faut une certaine base de force, de souplesse. Une fois qu'on a la bonne base, ensuite on peut faire du travail plus spécifique. Généralement, on commence avec du travail général et au fur et à mesure de notre expérience, on va faire du travail spécifique. Enfin plutôt, ça va faire une pyramide comme ça. La base, ça va être le travail de préparation physique générale et plus on va progresser, plus le travail sera spécifique. Mais il faut développer la capacité nécessaire pour pouvoir justement faire ce genre de travail parce que sinon on va se blesser trop rapidement. Surtout que, à mon sens, ce qui fait en sorte que les gens se blessent le plus, c'est de faire trop et ce trop rapidement. Typiquement, vous êtes quelqu'un qui est sédentaire, qui a subitement décidé de faire pas mal de sport, de faire 3 à 4, 5 sessions de sport par semaine et donc vous allez vous blesser tout simplement parce que votre corps n'est pas habitué à cette intensité, à ce volume ou à cette fréquence. Ça marche? Donc ça, c'est quelque chose d'important à garder en tête. Et la dernière chose que j'ai envie de vous conseiller aussi, quelque chose qui est très intéressant, là on va être plus sur du travail de préparation physique spécifique à l'explosivité et c'est tout ce qui est méthode bulgare, c'est-à-dire travail avec contraste de charge. Plus précisément, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 3 répétitions à 85% de notre max. Donc imaginons si vous soulevez 100 kg sur une répétition, vous allez travailler avec 85%, c'est-à-dire 85 kg. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement donc faire ces 3 répétitions à 85% et vous allez les suivre de 5 répétitions à 30% de votre max. Et concernant le nombre de séries, bon, vous allez faire le plus possible, là encore, tout en étant frais. Et parce que comme je vous dis, ça ne sert à rien de travailler l'explosivité lorsqu'on est fatigué, puisqu'on doit être vraiment capable de notre max. Et là, ce qu'on va faire, c'est effectuer un repos qui est long pour justement être frais, de 3 minutes entre les séries. Et pourquoi je vous propose ce contraste de charge où on va davantage utiliser des charges lourdes, puis tout de suite faire des répétitions avec des charges qui sont légères. La raison pour laquelle c'est le cas, c'est que en fait, lorsqu'on va alterner charges lourdes et charges légères, en fait, en commençant avec une charge lourde, votre coordination sera plus élevée. Vous allez recruter un plus grand nombre de neurones moteurs et le signal de ces neurones moteurs sera vraiment très fort. Et c'est des adaptations qui n'auront pas eu lieu si on n'aurait pas travaillé avec du lourd. Ce qui est génial parce que lorsque vous allez passer justement avec une charge qui est légère, vous allez encore bénéficier de ces adaptations. Ce qui n'aurait pas été possible si vous avez seulement soulevé la charge légère. Et donc ainsi, grâce à ce boost, vous allez être capable d'effectuer un mouvement qui va être encore plus explosif. Et c'est la raison pour laquelle le travail de contraste de charge est ce qu'on appelle communément la méthode bulgare. C'est vraiment une méthode qui est excessivement intéressante. Donc là, vous avez vraiment des protocoles qui sont excessivement intéressants, qui sont excessivement efficaces en ce qui concerne le développement de l'explosivité. Ça marche? Donc on a vu ça. Maintenant, on va passer au sprint. Et une fois qu'on aura vu le sprint, on verra tout ce qui est travail d'endurance. Alors, pour le sprint, la première chose de laquelle j'ai envie de vous parler, c'est la 3e loi de Newton, la loi des actions réciproques, si je me souviens bien, mais que grosso modo, si un corps A exerce une force sur un corps B, alors B exerce sur A une force d'égale intensité, de même direction et de sens opposé. Alors, c'est une définition qui peut paraître être compliquée au premier abord, mais en vérité, ça ne l'est pas. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ce que je vais courir? Ça veut dire que plus je vais être capable de générer une force au niveau du sol, et plus le sol va être capable de me renvoyer cette force et donc de me permettre d'aller plus loin et de courir plus rapidement. Concrètement, c'est-à-dire quoi? Plus j'aurai des jambes fortes, plus je générerai de force au niveau du sol, et donc plus je vais courir vite. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous voyez les personnes qui courent vite, lorsque vous voyez les personnes qui sont explosives, généralement, c'est des personnes qui sont très fortes. Bien sûr, être très fort ne veut pas forcément dire qu'on va être explosif pour autant. Ça marche d'un sens, mais pas dans l'autre. Parce que par exemple, des bodybuilders peuvent être par exemple très forts au développé couché, mais ce n'est pas parce qu'ils sont par exemple très forts au développé couché qu'ils auront pour autant beaucoup d'explosivité parce qu'ils ne vont pas travailler justement avec des variantes de vitesse. Entre autres, il y a plein de raisons qui expliquent pourquoi les bodybuilders ne sont pas explosifs ou rapides, mais donc voilà. Mais de manière générale, si on est explosif, on va être fort, ok? Et donc, tous les exercices que je vous ai montrés lors du premier chapitre, tout ce qui est split squat ou curl nordique, etc., ça va justement vous permettre d'avoir suffisamment de force et donc de courir plus rapidement. Tout ce qui est travail de flexion de hanche, ça va être intéressant parce que lorsqu'on va courir, on va ramener notre jambe en avant. Donc plus j'aurai une plus grande flexion de hanche, plus je serai capable justement d'effectuer cette action-là. Pareil, si vous regardez la foulée de coureurs à haut niveau, vous voyez qu'ils ont vraiment une très bonne extension de hanche, ok? Donc l'extension
tension d'ange va être à la fois importante pour générer de la force au niveau du sol, mais avoir aussi l'amplitude lors de votre foulée, ça va aussi être quelque chose qui est très intéressant. Et c'est pour ça que je vous ai proposé l'exercice qui travaille à la fois la force et la souplesse. Ça marche? Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à garder en tête. Autre chose que vous devez garder en tête, c'est que lorsqu'on fait du travail de sprint, comme pour l'explosivité, c'est du travail qu'on doit effectuer en étant frais. Et généralement, ce que vous regardez les sprinteurs à haut niveau, lorsqu'ils font du sprint pur et dur, ils vont pas beaucoup sprinter. Ils vont sprinter 1 à 2 fois par semaine. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas faire du travail où on veut courir rapidement, par exemple du travail énergétique, ce genre de choses. Mais lorsqu'on parle de sprint pur et dur, généralement, on va simplement faire 1 à 2 séances par semaine. Généralement, ils vont placer leurs séances au tout début de semaine, c'est-à-dire là où ils sont le plus frais. Donc, effectuer des sprints en début de semaine, c'est quelque chose qui est très intéressant. Mais sachant que vous avez déjà développé suffisamment de force lors du premier chapitre, sachant que vous avez développé de l'explosivité lors du second chapitre, à mon sens, à part si maintenant vous avez des besoins très spécifiques par rapport à votre sport, imaginons si vous êtes un sprinter, là bien sûr il faut un travail plus spécifique, mais de manière générale, à mon sens, vous n'avez pas besoin de faire de travail spécifique de sprint parce que simplement ce que vous avez vu lors du premier chapitre et lors du deuxième chapitre, c'est amplement suffisant pour vraiment courir rapidement. Ça marche? Donc voilà, et c'est tout ce que je vais vous dire par rapport à ça, parce qu'à mon sens, c'est vraiment pas nécessaire de faire plus. Autre chose que j'ai envie de vous dire, cette fois-ci, pas par rapport au sprint, parce que là du coup on clôture cette section, ça va être par rapport à l'endurance. Concernant le travail d'endurance, à mon sens, c'est intéressant de commencer au début avec plus de volume et moins d'intensité. Typiquement, ce qu'on va appeler l'endurance fondamentale. Imaginons que vous allez faire un footing que vous allez faire pendant longtemps. Footing, ça va plutôt une allure où vous allez pouvoir parler en même temps, donc pas une allure qui va être trop rapide. Donc simplement faire ça 2 à 3 fois par semaine, 2 pour commencer, 3 par la suite, ça va être amplement suffisant au début pour créer une bonne fondation d'endurance sur laquelle vous allez pouvoir construire avec des protocoles qui vont être plus précis, qui vont être plus intenses. Ça marche. Concernant ce qui est protocole intense, moi ce que je vous conseille et ce que je trouve vraiment très efficace, c'est tout ce qui est travail de variation de vitesse. Par exemple, moi j'aime bien tout ce qui est fartlek. Vous pouvez faire par exemple 1 à 2 séances, simplement faire des séances de variation de vitesse en tant que telle, mais aussi par exemple mélanger travail d'endurance fondamentale et travail de variation de vitesse, parce que c'est important vraiment d'avoir ces deux capacités-là. Et donc pour tout ce qui est travail de fartlek, ce que vous pouvez commencer, simplement commencer par courir pendant 2 minutes à une allure d'endurance fondamentale. Ensuite, après avoir fait ça, vous pouvez courir pendant 7 minutes. Donc tout de suite, après les 2 minutes, vous enchaînez tout de suite avec 7 minutes de course à allure modérée à compliquée. Ensuite, après ces 7 minutes, nouvelle variation de vitesse, 3 minutes à une allure de jogging. Ensuite, 3 minutes à une allure qui va être très élevée pour ensuite finir à nouveau avec 5 minutes avec une allure qui va être une allure de jogging. Ça marche. Donc là, ce qui est intéressant, travail de variation de vitesse, on va travailler avec différentes intensités, on va travailler différentes filières énergétiques, ce qui est très intéressant pour avoir une endurance finalement qui va être plus généraliste, même si l'endurance est quand même une compétence qui est à mon sens excessivement spécifique, parce que c'est pas parce que vous savez courir des marathons très rapidement que vous êtes capable de tenir 12 rounds lors d'un match de boxe, parce que les contraintes musculaires sont très différentes et donc les contraintes en termes d'endurance vont être également, puisqu'on a besoin d'endurance pour nourrir nos muscles, entre autres. Okay, donc les contraintes vont être très différentes, et aussi imaginons si vous êtes très bon en boxe en termes d'endurance, vous n'allez pas forcément faire de record lors d'un marathon. Et lorsque vous allez faire du jiu-jitsu brésilien, qui est du coup pas un sport de percussion comme la boxe mais un sport de préhension, et bien là aussi votre cardio va être mauvais. Ça ne veut pas dire que vous avez un mauvais cardio de manière générale, ça veut simplement dire que dans ces disciplines spécifiques, vous n'avez pas le cardio que vous aimeriez avoir. Okay, donc voilà, c'est important de travailler le cardio de manière générale. Il y a des manières de le faire. Comme je dis, commencer avec l'endurance fondamentale, ensuite faire le travail de variation de vitesse qui pourrait être intéressant par rapport à plein de sports différents. Néanmoins, l'endurance reste quand même une capacité qui est très spécifique, et de manière générale, souvent les sports sont très spécifiques et le corps s'adapte de manière très spécifique. Donc il faut faire très attention aux exercices qu'on va utiliser, à la manière dont on va s'entraîner pour essayer, malgré le fait que notre corps s'adapte de manière spécifique, mais essayer quand même de diverger un peu de ça pour justement développer des compétences qui sont généralistes. Ok ? Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ce deuxième chapitre, et maintenant on va passer au troisième et dernier chapitre.
Alors comme je vous l'ai dit lors de l'introduction de cette vidéo, le troisième chapitre sera dédié à ce qu'on appelle la force organique. Alors la force organique est importante parce qu'elle est considérée comme une force qu'on peut utiliser dans des angles qui vont être bizarres, dans des positions qui vont être compromettantes. Parce que généralement, si on développe une force, c'est d'une manière très spécifique, mais comment peut-on faire en sorte que le contexte spécifique dans lequel on a travaillé peut nous permettre aussi de travailler dans des contextes qui sont plus larges et dans lesquels on n'a pas l'habitude de travailler. Donc c'est exactement ce qu'on va voir dans ce chapitre-là. Mais juste avant de commencer, logiquement, je vais vous donner quand même une définition qui est claire de la force organique afin que vous puissiez véritablement l'identifier, comprendre les entraînements que je vais vous donner par la suite et aussi comprendre comment vous allez vous-même pouvoir créer vos propres entraînements. Alors, à mon sens, la force organique, c'est un travail de force qui consiste à effectuer une tâche dans un environnement ouvert. Alors, et donc, pour vous expliquer cette définition, je dois définir ce que c'est une tâche et un environnement ouvert. Ça marche parce que, je le répète, la force organique est un travail de force qui consiste à effectuer une tâche dans un environnement qui est ouvert. Alors, on va commencer déjà par définir ce que c'est un environnement ouvert. Alors, un environnement ouvert, c'est l'opposé d'un environnement fermé. Qu'est-ce que c'est un environnement fermé? C'est un environnement dans lequel les conditions sont stables et connues à l'avance. Donc, par exemple, si vous allez dans une salle de muscu, les conditions sont stables parce que le sol est toujours le même, il est droit, le poids c'est toujours le même, vous connaissez exactement votre barre de développé couché. Il y a vraiment, il n'y a pas de surprise. De temps en temps, il peut y avoir des accidents, mais si vous savez ce que vous faites, généralement, il n'y en a pas. Il faut vraiment, généralement, être stupide ou travailler à un très haut niveau pour réellement se blesser dans une salle de muscu à condition qu'on soit expérimenté. Lorsqu'on n'a pas l'habitude, voilà, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude, mais voilà, c'est un environnement qui est fermé. Donc, ce qui est différent d'un environnement qui est ouvert où les conditions sont instables et chaotiques. Et donc, vu que les conditions sont instables et chaotiques, ça va faire appel à d'autres qualités comme par exemple l'improvisation, le fait de travailler dans des angles nouveaux et variés. Donc, imaginons si au lieu de faire mon développé couché dans une salle de muscu qui est un environnement fermé, ce que je peux faire, c'est soulever par exemple un énorme caillou dehors. Et là, pourquoi c'est un environnement ouvert? C'est parce que le caillou, il n'est pas facile à prendre comme une barre et donc je vais devoir utiliser finalement mes bras de manière vraiment très différente. Je vais devoir improviser. Je ne sais pas comment je vais organiser mon corps pour pouvoir répondre à la tâche. C'est quelque chose qui est compliqué. Le terrain, il n'est pas droit. Donc vraiment, il y a tout qui va changer. Donc ça, c'est la différence entre un environnement qui est fermé et un environnement qui est ouvert. Et donc là, ce qu'on va travailler, une force organique, comme je l'ai dit, c'est effectuer une tâche dans un environnement qui est ouvert. Donc maintenant, qu'on sait ce que c'est un environnement ouvert, qu'est-ce que c'est une tâche? Alors, une tâche, c'est le contraire d'un exercice. Qu'est-ce que c'est un exercice? C'est un mouvement qui est régi par des règles. Imaginons une pompe. Lorsque vous faites une pompe, généralement, on vous dit de garder un corps qui est droit, de garder un corps qui est gainé. Vous faites une rétroversion du bassin. Vous allez descendre tout votre corps en même temps pour le ramener proche du sol. Et ensuite, vous allez remonter, etc. Donc, il y a pas mal de standards techniques. C'est pour ça que, généralement, lorsqu'on dit à des personnes de faire une pompe, généralement, ils vont grosso modo la faire de la même manière si ces personnes sont entraînées. C'est ce qu'on appelle un exercice. Une tâche, c'est différent parce que une tâche, comme nous le dit le dictionnaire, c'est un travail qui doit être effectué. Donc par exemple, ramasser un paquet de mouchoirs. Si vous demandez à plusieurs personnes de ramasser un paquet de mouchoirs qui est par terre, ces personnes ont toutes la même tâche, mais vont l'effectuer d'une manière différente. Peut-être que quelqu'un va simplement faire un good morning pour descendre, d'autres personnes vont descendre en squat complet, d'autres personnes vont peut-être aller sur le côté. Quelqu'un qui est jeune ou quelqu'un qui est vieux ne va pas le faire de la même manière. Un sportif ou un non-sportif ne va pas forcément ramasser le paquet de mouchoirs de la même manière. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que je donne pas un exercice, où je dis précisément ce qu'on va faire, mais une tâche, ça vous laisse l'opportunité finalement d'utiliser votre corps comme vous souhaitez le faire. Ça laisse la place à la créativité. Ça laisse la place à énormément d'opportunités qui n'auraient pas pu arriver si je vous avais donné un exercice en premier lieu. Et donc le second cas offre plus de possibilités, donc demande plus de réflexion parce que c'est ce qu'on appelle un problème moteur. De la même manière qu'on peut être confronté à un problème mathématique. Ah tiens, je connais les formules, mais malgré le fait que je connais les formules, comment je peux faire pour répondre à ce problème? C'est comme moi, lorsque j'avais passé le bac de maths, on avait le droit à avoir toutes les formules dans les calculatrices. Donc j'avais mes formules dans la calculatrice, mais donc malgré le fait que je connaissais toutes les formules, puisque je les avais littéralement copiées du cours comme tout le monde, comment je peux faire en sorte d'utiliser ces formules pour répondre aux problèmes? C'est ça qui est compliqué. C'est pas le fait d'avoir la formule, c'est le fait de savoir comment résoudre le problème parce que ça demande la réflexion. Et généralement avec notre corps, on est rarement dans les situations où on a réellement besoin de réfléchir, on a réellement besoin de s'organiser. On n'est pas dans des situations où on se dit tiens,
Je sais que j'ai les capacités physiques, mais je ne sais pas comment je peux organiser mon corps pour répondre à cette tâche-là. C'est quelque chose qui est compliqué. Et donc ça, c'est vraiment toute la magie finalement du travail de force organique, parce qu'on fait une tâche, donc ce qui laisse la place à énormément de créativité et de chaos, très intéressant, et dans un environnement qui est ouvert. Donc ça laisse encore place à plus de créativité et de chaos. Donc c'est du travail de force qui est excessivement intéressant parce qu'on va travailler vraiment dans plein de situations qui sont très bizarres. Et donc, à force de travailler dans des situations bizarres, on sera capable de répondre à des situations qui sont bizarres. Mais donc, maintenant on peut se poser la question, ok, c'est très intéressant comme principe d'entraînement, mais comment on peut réellement le mettre en place dans un entraînement? Et donc je vais vous donner la réponse tout de suite en vous donnant deux types de travail de force organique que vous allez pouvoir effectuer. Le premier exercice que j'ai envie de vous montrer, c'est ce qu'on appelle le squat à 360 degrés, qui est un exercice qui a été pas mal popularisé par John Nguyen, qui est un coach que j'admire beaucoup. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement placer par exemple des objets à 360 degrés. Donc un objet devant vous, un objet derrière vous, un objet sur la droite, un objet sur la gauche. Et ce que vous allez faire, simplement essayer de faire glisser ces objets le plus loin possible. Et donc, je ne vous dis pas exactement comment glisser les objets, je vous dis simplement de le faire, c'est la tâche, faites-le le plus loin possible. Et donc, vous allez organiser votre corps de manière à répondre à cette tâche. Ça va vous demander énormément de coordination, ça va vous demander énormément d'équilibre, ça va vous demander énormément de force et de souplesse. Donc, vous voyez, c'est la force organique, mais vu qu'on travaille dans une tâche et dans un environnement qui est ouvert, on va travailler énormément de qualités physiques différentes. Alors que si je vous avais simplement demandé de faire un squat, ok, vous faites un squat, vous travaillez votre force, on travaille aussi un peu de mobilité, c'est tout, ça s'arrête là. Alors que là, les demandes sont beaucoup plus intéressantes en termes de développement moteur. Donc ça, c'est un premier exercice que vous pouvez faire. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est faire 5 à 10 rounds et de faire cet exercice 1 à 2 fois par semaine. Le deuxième exercice que j'ai envie de vous proposer, c'est ce que j'appelle la cible 3D, où vous pouvez faire 4 séries de 1 à 2 minutes de travail. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement rester en équilibre sur un pied, ce qui va vous demander de l'équilibre, ce qui va vous demander une certaine proprioception, une certaine force. Et avec votre jambe libre, vous allez simplement essayer de toucher les cibles que va vous donner votre partenaire. Donc lui, il va essayer de vous donner des cibles qui sont compliquées et va vraiment essayer de tourner partout, devant vous, derrière vous, sur les côtés, vraiment à 360 degrés, très près de vous, très loin de vous, ce qui va vous demander énormément de force. Déjà par rapport à la jambe de soutien, mais par rapport à la jambe qui est libre, beaucoup de force en flexion, en abduction, en adduction, en extension, en rotation interne, en rotation externe. Et donc là, on travaille vraiment le corps dans sa globalité. Ça va aussi demander énormément de gainage. Donc là aussi, simplement parce qu'on travaille avec une tâche et dans un environnement qui est ouvert, ça va nous apporter énormément de choses en termes de développement moteur. Okay, donc ça, c'est deux exercices que vous pouvez faire qui sont excessivement intéressants, qui vous permettent de travailler de force organique. Et maintenant, c'est à vous de trouver les exercices qui vont être les plus intéressants par rapport à ce que vous avez réellement envie de travailler. Et vraiment, le mot d'ordre par rapport à ça, c'est vraiment sortir de notre zone de confort. Et bien sûr, le faire progressivement, le faire intelligemment par rapport à nos peurs, notre niveau. Donc, honorer nos sensations, mais malgré ça, essayer de sortir de notre zone de confort. Ça marche? Donc voilà pour le troisième chapitre. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une conclusion où je vais vraiment reprendre tous les points qu'on a discutés, comment vous allez pouvoir les mettre en place dans un entraînement en fonction de votre niveau d'entraînement, en fonction du temps que vous avez à disposition, afin que vous puissiez vraiment avoir d'excellents résultats. Pour cette conclusion et pour vous présenter une excellente démarche d'entraînement, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter, à mon sens, les 3 cas principaux dans lesquels vous allez pouvoir vous retrouver afin que vous puissiez bien utiliser les entraînements que je vous ai montrés là maintenant pour avoir vraiment d'excellents résultats. Ce que j'ai décidé de faire, c'est vraiment de différencier les cas par niveau, donc grosso modo sédentaire, ensuite on a débutant et intermédiaire et ensuite on a expert entre guillemets. Ça marche? Donc je vais prendre chacun de ces cas et vous dire précisément ce que vous devez faire, comment vous devez organiser vos séances pour avoir de bons résultats. On va commencer par le premier cas qui est donc le cas sédentaire. Donc sédentaire, c'est-à-dire que vous ne faites pas de sport. Donc pour le début, moi ce que je vous conseille de faire, simplement faire 2 séances de préparation physique par semaine avec 2 jours complets de repos entre chaque séance et 3 jours complets après avoir effectué 2 séances. Donc imaginons, vous faites vos 2 séances dans la semaine, une fois que vous avez fait la deuxième séance, vous allez attendre au moins 3 jours complets avant de recommencer une semaine où vous allez faire ces exercices-là. Donc ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, ça va être un sportif qui va être débutant et à ce moment-là, je vous conseille encore donc de faire 2 séances de préparation physique par semaine avec 2 jours complets de repos entre chaque séance et 3 jours complets après avoir effectué 2 séances. Et ce que je vous conseille en plus de ça, c'est de rajouter une séance où vous allez mêler explosivité et force organique. Alors, commencez bien entendu par un travail d'explosivité.
parce que c'est là où vous allez avoir besoin le plus d'énergie et le plus de ressources. Donc commencez par travailler l'explosivité en choisissant 1 à 2 exercices maximum, parce que si vous faites plus d'exercices, vous allez être trop fatigué, vous n'allez plus vraiment travailler votre explosivité. Et vous allez finir ce travail par des entraînements de force organique. Et là aussi, choisissez 1 à 2 exercices en fonction de l'énergie qui vous reste. Ça marche? Ça, c'est le deuxième cas. Et le troisième cas, ça va être si vous êtes un sportif plus expérimenté. Et donc là, ça va être la même chose, sauf que vous allez effectuer la séance d'explosivité / force organique une deuxième fois dans la semaine. Ça marche? Donc ça, c'est les 3 cas que je vous propose. Et peu importe les 3 cas, il y a 3 règles d'or qui sont excessivement importantes à respecter. La première, c'est, comme j'ai pu vous le répéter à de très nombreuses reprises lors de cette vidéo, c'est allez-y progressivement pour ne pas vous blesser. Deuxièmement, c'est faites attention aux points techniques et aux intentions, parce que 2 personnes peuvent faire exactement le même mouvement. Mais si une personne a la bonne intention, pense au bon point technique en faisant ce mouvement, même si on a l'impression que ces 2 personnes font le même mouvement, et ben la personne avec les bonnes intentions, avec les bons points techniques, va progresser beaucoup plus rapidement. Okay? Donc là, ce que je vous dis par exemple, pour imaginons le chien qui fait pipi, ne vous mettez pas trop sur le côté, faites attention à bien rester en rotation externe, non pas en rotation interne, ça fait toute la différence en termes de résultats. Donc on va avoir l'impression visuellement, ah bah ouais, ces 2 personnes font le chien qui fait pipi, ces 2 personnes vont avoir de bons résultats. Non, parce que l'intention, les points techniques vont faire toute la différence. Okay? Donc ça, c'est une deuxième règle d'or qui est excessivement importante. Et la troisième et dernière règle d'or qui est excessivement importante, c'est mettez en place une surcharge progressive. Parce que c'est comme ça que votre corps va continuer à s'adapter et donc devenir plus fort, plus souple et plus fonctionnel. Si vous ne mettez pas en place de surcharge progressive, eh ben, ça va être excessivement dur pour votre corps de progresser rapidement et vous allez rapidement tomber sur des plateaux. Pour finir cette vidéo, j'ai 3 choses à vous dire. Premièrement, si vous avez des questions, posez-moi dans les commentaires parce que je réponds à tout le monde. Deuxièmement, n'hésitez pas à regarder cette vidéo plusieurs fois parce que je donne vraiment énormément d'informations. Je sais que c'est très dense, je sais que c'est long de regarder tout jusqu'à la fin, mais il y a énormément de contenu qui est vraiment excessivement intéressant, qui m'a pris énormément de temps à développer, beaucoup de recherches, beaucoup de stages. Beaucoup de coaching, enfin énormément de lectures, enfin c'est vraiment quelque chose qui est excessivement intéressant. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois et surtout mettez tout ça en pratique parce que c'est ça qui vous permettra d'avoir de bons résultats. Et troisième chose que j'ai envie de vous dire, si vous souhaitez un programme en ligne qui est spécialement dédié à la fonctionnalité des jambes, n'hésitez pas à aller sur mon site où je vous propose un entraînement de 12 mois pour justement avoir des jambes qui sont fortes, souples et utiles, qui se basent sur les informations que je viens de vous divulguer dans cette vidéo. Et voilà, c'est tout, c'est ma journée. Bye!